Bonjour, bonsoir. La lecture que vous vous apprêtez à écouter est le fruit de longues heures de transcription, de traduction puis d'enregistrement. Après recherche, je n'ai pas trouvé de version française de la cultissime conférence jaune de Michael Parenti. Cette conférence, donnée en 1986 à l'université de Colorado, est régulièrement citée parmi les communistes anglophones comme une formidable porte d'entrée vers la lutte contre l'impérialisme. C'est donc pour cette raison évidente que j'ai fait le choix de la traduire et de l'enregistrer. Si quelques années seulement après cette conférence, l'Union soviétique s'est effondrée sous la pression des capitalistes, provoquant un recul colossal dans le niveau de vie des habitants du bloc de l'Est, sa mémoire était entachée bien avant. La guerre froide n'a, comme Parenti le soulignait, pas commencé en 1947, mais elle ne s'est pas non plus arrêtée en 1991. La fin de l'histoire n'a jamais eu lieu et la réécriture de celle-ci par la bourgeoisie ne peut être acceptée par les forces progressistes. S'il est nécessaire de faire une critique de l'URSS, ce dont cette conférence est exempt, il est nécessaire d'en faire une critique progressiste qui ne s'appuie pas sur la mythologie développée par les forces capitalistes et réactionnaires. Je vous invite, après votre écoute, à lire ce qu'a pu produire Michael Parenti, car s'il vit encore, son état de santé ne lui permet plus d'écrire. Il laisse derrière lui des œuvres majeures dont Le mythe des jumeaux totalitaires, disponible aux éditions Delga, et Black Shirts and Reds, que l'on peut trouver gratuitement sur internet dans sa version originale. Je travaille actuellement à sa traduction. Michael Parenti est un phare anti-impérialiste pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans le cœur impérial. Il a commencé à militer très jeune, comme beaucoup d'entre nous, et n'a jamais cessé, comme je nous le souhaite. Merci de votre patience, bonne écoute. La nature du capitalisme, c'est son extension. Un capitalisme qui ne s'étendrait pas, comme les plus naïfs, certains de nos plus naïfs écologistes le souhaiteraient, est une contradiction en soi. La raison pour laquelle le capitaliste investit, c'est pour accumuler, et cette accumulation de capital ne rapporte quelque chose que si elle est mélangée au travail. Là, la fortune du capitaliste augmente, et même s'il dépense des larges sommes pour sa consommation personnelle, pour obtenir de l'influence politique, pour gagner une guerre culturelle, ou pour vivre la vie heureuse dont il se vante, comme la femme de George Bush l'avait affirmé, nous sommes des millionnaires et nous n'avons pas honte de l'être, nous apprécions notre fortune. Mais quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, au moins pour une fois, on ne nous répète pas les poncifs habituels de riches qui souffriraient de leur fortune et d'à quel point la vie d'un bourgeois est compliquée. Le fait que l'expansion, l'extension, est un impératif du fonctionnement du capitalisme explique qu'il ne peut rester en place. Le système capitaliste doit s'étendre, traverser les frontières comme les océans. Si vous avez vu le film Controlling Interest, on y trouve un président d'entreprise qui explique que ces entreprises qui sont restées régionales en Nouvelle-Angleterre et décidèrent de ne pas aller vers une échelle nationale, personne ne se souvient de leur nom. Elles ont mis la clé sous la porte. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de passer à l'échelle nationale. Et maintenant que nous sommes une entreprise à l'échelle nationale, nous devons passer à l'international et nous devons investir à l'étranger. Une des lois de développement du capitalisme, c'est cette expansion insécurisable. C'est une expansion qui devient expropriation du tiers-monde, un processus qui a commencé il y a 400 ans et qui a été infligé par les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Belges, les Français, les Anglais, et aujourd'hui à une échelle plus massive encore par les États-Uniens. Mais quand je dis États-Uniens, je parle bien évidemment de la classe dirigeante états-unienne. Pas par les gens ordinaires. Les gens ordinaires, eux, payent la facture de l'Empire. Les gens ordinaires se contentent d'envoyer leurs fils mourir dans les plaines de l'Inde, les jungles du Congo ou d'Amérique latine. Partout où la bourgeoisie l'ordonne. Mais cette expropriation du tiers-monde, commencée il y a 400 ans, nous amène à une autre révélation. Le tiers-monde n'est pas pauvre. Personne ne va dans un pays pauvre pour devenir riche. Il y a très peu de pays pauvres sur cette terre. La plupart des pays sont riches. Les Philippines sont riches, le Brésil est riche, le Mexique est riche, le Chili est riche. Leurs peuples sont pauvres, mais il y a des milliards à se faire là-bas, à extraire, à voler. Cela fait 400 ans que des milliards sont engrangés. Les puissances capitalistes européennes et nord-américaines ont extrait, ont saisi le bois, le lin, le chanvre, le cacao, le rhum, l'étain, le cuivre, le fer, le caoutchouc, le bauxite, les esclaves et la main-d'œuvre bon marché. Les capitalistes se sont emparés de tout. Ainsi, ces pays ne sont pas pauvres, ils ne sont pas sous-développés, ils sont surexploités. Un des pays qui avait beaucoup de capitaux occidentaux, c'était la Russie tsariste, principalement des capitaux anglais, mais aussi des français, un peu de capitaux allemands, et des capitaux états-uniens. Comme ceux d'un certain Herbert Hoover qui, avec le fameux millionnaire anglais Leslie Urquhart, possédait la société russo-asiatique, ce qui aurait fait, sans la révolution russe de Herbert Hoover, l'un des hommes les plus riches du monde, et des années plus tard, en 1931, alors qu'il était président des États-Unis, alors qu'un tiers du pays était sans emploi, alors que les gens n'avaient pas de quoi manger, qu'ils étaient au bord du désespoir, eh bien sachez que dans cette exacte situation, Herbert Hoover affirmait auprès du San Francisco Examiner, un journal, il affirmait que sa plus grande ambition était d'éradiquer le bolchevisme de Russie. Il y a eu par la révolution russe une rupture dans la fabrique de l'histoire internationale du capitalisme. Il y avait désormais un pays où les sans-dents, les travailleurs de Pétrograd et de Moscou, prenaient le pouvoir.
Ils prenaient le pouvoir sur leur pays, sur leurs terres, leur force de travail, la technologie et les ressources de leur pays. Là où les communistes prennent le pouvoir, ils prêchent à l'homme ordinaire qu'il peut s'élever par des moyens politiques et pas seulement par son labeur. Ce qui inquiète bien évidemment la bourgeoisie. De tels propos pourraient être entendus par les travailleurs des pays capitalistes. Les capitalistes ont donc compris que c'était une menace. La classe dirigeante états-unienne n'était pas si puissante à cette époque et ils se sont joints à l'initiative commune de 14 États pour envahir l'Union soviétique, pour renverser le gouvernement socialiste qui venait tout juste de s'installer après la destitution du tsar. Ce processus, celui d'envahir les pays révolutionnaires, c'est un processus que l'on peut toujours constater aujourd'hui devant nous. Si vous voulez comprendre ce qu'il s'est passé pendant les années qui suivirent la révolution russe, il suffit de regarder ce qu'il se passe au Nicaragua. L'invasion soit par des armées de votre propre pays, soit par des troupes alternatives, mercenaires ou fanatiques. Alors qu'ils ont utilisé les armées blanches, les généraux blancs, ils ont imposé un embargo, l'isolation, empêché l'acheminement de nourriture, ils ont saboté, encerclé et refusé la reconnaissance diplomatique. Voilà les méthodes des capitalistes. Les méthodes qu'ils ont utilisées en URSS, les méthodes que Reagan utilise aujourd'hui contre un autre gouvernement révolutionnaire, celui du Nicaragua. Ce processus d'encerclement, de déstabilisation a continué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le ministre des Affaires étrangères soviétique, Maxime Litvinov, a contacté les puissances occidentales et a appelé à une alliance avec l'Angleterre, les États-Unis, la France contre l'Allemagne nazie. Il souhaitait qu'en cas d'attaque des Allemands contre la Tchécoslovaquie, contre la Pologne, contre quiconque, que les puissances alliées se rejoindraient contre Hitler pour le combattre et le contenir. Les Occidentaux ont refusé ces ouvertures de l'Union soviétique, non parce qu'ils voulaient éviter l'escalade, pas parce qu'ils étaient stupides ou naïfs, bien au contraire, ils ont refusé parce qu'ils avaient un plan bien à eux. Ce plan c'était Munich. Le plan c'était de donner la Tchécoslovaquie à Hitler. Le plan c'était de le faire avancer vers l'Est. Les dirigeants occidentaux voulaient une guerre, et cette guerre devait arriver. Cette guerre verrait l'Allemagne nazie détruire la Russie soviétique. De la même manière qu'ils avaient envoyé leurs armées contre la Russie même pas 10 ans avant, leur plan c'était de recommencer, de faire la même chose, encore et encore. La Seconde Guerre mondiale s'est principalement jouée sur le front de l'Est. 7 soldats allemands morts sur 10 sont morts sur le front de l'Est. L'échelle des combats était énorme, les batailles de Koursk, de Stalingrad, la bataille de Berlin, rien de semblable n'a eu lieu sur le front de l'Ouest, rien. La bataille de Berlin, c'est 2 millions de soldats allemands contre 3,5 millions de soldats soviétiques. Les pertes sont inimaginables. Pourtant, à la fin de la guerre, l'Union soviétique ressort comme une puissance majeure. Elle ressort affaiblie, très affaiblie par la mort de 20 millions de ses fils et la destruction de toute son industrie à l'ouest de l'Oural. Pour votre information, à l'époque, le principal mode de transportation, c'était les bœufs et les chevaux pour la majorité de la population soviétique. Mais il y avait l'armée rouge, une armée qui n'avait aucune intention de marcher sur l'Europe. C'est un mythe créé de toutes pièces, ça. L'OTAN l'a cultivé, et il y a d'ailleurs des documents intéressants qui sont sortis dans la American Historical Review, qui montrent que les dirigeants occidentaux dans leur ensemble, et le département d'État états-unien en particulier, n'ont jamais cru un seul instant que les soviétiques avaient l'intention d'envahir l'Europe de l'Ouest. C'était une invention volontairement propagée. Ils savaient qu'après une guerre aussi éprouvante, la dernière chose que le peuple soviétique ou ses dirigeants voudraient, c'est une autre guerre. Ils n'avaient rien à gagner, aucun intérêt à une telle guerre. Ils ont combattu l'Allemagne pour se défendre et ne souhaitaient que reconstruire leur pays. C'était entièrement un mythe que d'affirmer que si nous ne construisions pas l'OTAN, que si nous ne doublions pas, triplions pas, quadriplions pas nos budgets défensifs, les Ruskov allaient marcher sous l'arc de triomphe. Tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est pour vous faire comprendre que la guerre froide n'a pas commencé en 1947, mais bien en 1917. La guerre froide a commencé avant même la révolution russe, dans le sens que les USA et les autres puissances occidentales ont consciemment supprimé toutes sortes de forces progressistes, toutes sortes de forces révolutionnaires. Quand Ronald Reagan dit qu'il faut arrêter les sandinistes et les renverser parce qu'ils seraient une extension du pouvoir soviétique, nous devons nous rappeler, nous avons été 11 fois au Nicaragua et au moins 5 fois il n'existait pas encore d'Union soviétique. Nous avons envahi le Costa Rica, nous avons envahi Haïti, nous avons envahi le Mexique et il n'y avait pas d'Union soviétique. Nous avons envahi ces pays avant la naissance de l'Union soviétique. Ce n'est pas que ces mouvements révolutionnaires sont des ingérences soviétiques. Ce sont des mouvements révolutionnaires qui amènent un ordre social concurrent, un ordre social qui utilise la terre, le travail, les ressources, la technologie et le capital d'une autre manière. Un ordre social qui utilise toutes ces choses pour le bien commun, pour développer un secteur public qui ne cherche pas la rentabilité plutôt que pour l'accumulation par quelques-uns du capital. Cet ordre social signe l'arrêt de mort du capitalisme, de cette classe, la bourgeoisie, et de ses pouvoirs et privilèges. L'Empire états-unien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, remplace l'Angleterre. Les Anglais se font sortir d'Iran. Les compagnies pétrolières anglaises se font remplacer par les compagnies pétrolières états-uniennes. Les compagnies sucrières anglaises au Honduras sont remplacées par les compagnies sucrières états-uniennes. Et les USA ont payé l'addition.
Ils ont construit des bases, un empire états-unien, plus de 2000 bases autour du monde, en incluant 300 bases majeures. Les flottes états-uniennes sont sur tous les océans, les avions états-uniens volent au-dessus de presque tous les continents. Donc nous voyons, depuis la Seconde Guerre mondiale, un investissement massif dans les pays du tiers-monde, et avec cet investissement, une hausse énorme de la pauvreté. Tiens, c'est inhabituel ça. En général, on nous dit que les investissements amènent de la prospérité, du travail et tout un tas de choses positives. Mais tout ce que l'investissement a amené à Haïti, c'est le départ de tous les petits paysans haïtiens. Ce que l'investissement a amené en Amérique latine et la plupart des autres pays, ça a été le déplacement de la paysannerie, la prolétarisation de la paysannerie. On les balance dans des bidonvilles, ils sont sous-payés ou dans une situation de chômage chronique. Ce que l'investissement a amené, c'est l'augmentation de l'illettrisme, des maladies, de la pauvreté, des déplacements de population, des privations de droits, une dette étrangère qui explose, les dettes individuelles qui explosent. L'investissement, en fait, il va vers les cultures de rente. D'ailleurs, c'était ça le propos de la révolution mexicaine. Est-ce que les terres iront aux Mexicains pour qu'ils puissent faire pousser des haricots et de la luzerne pour nourrir leur peuple, ou alors est-ce que les terres iront aux grands propriétaires terriens pour qu'ils exportent du café aux grandes compagnies sucrières, pour qu'ils exportent du sucre pour faire de l'argent qui servira à faire encore plus d'argent. Avec cette croissance, avec cet investissement, arrive en fait une dislocation de la structure des pays du tiers-monde. Toute l'infrastructure y est construite autour de l'extraction capitaliste, de l'extraction des capitaux. L'économiste Raymond Brown, quand il est allé à Cuba avant la Révolution, en 1958, était impressionné que chaque route majeure qu'il voyait allait d'une plantation de sucre à une raffinerie et de la raffinerie au port, alors même que des communautés entières n'avaient pas de route. Ils ne pouvaient pas aller chez le médecin, ils n'avaient pas d'école, ils ne pouvaient même pas voir un prêtre, mais pendant ce temps, les compagnies sucrières avaient leur route. Quand vous envoyez de l'aide financière à ces pays, 9 $ sur 10 servent à construire ces infrastructures, à compléter l'investissement des grandes compagnies privées ou à payer la police ou l'armée de ce pays. Non pas pour le défendre contre une invasion étrangère, l'Uruguay n'a aucune intention d'envahir la Bolivie, Taïwan n'a aucune intention d'envahir les Philippines, mais ces pays ont besoin d'une grande armée pour défendre les classes dirigeantes de leur propre peuple, parce que ces peuples vivent dans une telle misère que seule l'armée les empêche d'agir. C'est à ça que sert l'aide que nous fournissons aux autres pays. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, l'aide étrangère, c'est quand les pauvres d'un pays riche, ça c'est nous, donnent de l'argent aux riches d'un pays pauvre. Quand l'économiste Kenneth Boulding se lève et dit « Et vous pouvez voir que des personnes brillantes comme Kenneth Boulding parlent si naïvement, et que tout le monde parle si naïvement, la misère intellectuelle dans laquelle on se met, les marécages dans lesquels on s'enfonce si on pense sans analyse de classe, si on pense sans Marx. » Et donc, un des économistes états-uniens les plus influents, Kenneth Boulding, il affirme que l'empire est irrationnel, parce que les empires coûtent plus qu'ils ne rapportent. Pour les Anglais, l'Inde leur a coûté plus cher que ça leur a rapporté. L'investissement états-unien aux Philippines a rapporté 3,5 milliards, mais il a fallu leur donner 6 milliards. Ça nous coûte plus cher que ça nous rapporte. Enfin ça, c'est si on pense sans analyse de classe. Parce que nous le savons, et vous le saurez avant la fin de cette soirée, les empires sont en fait profitables. Parce que les personnes qui récupèrent les 3,5 milliards ne sont pas les personnes qui ont payé les 6 milliards. Comme Thorstein Veblen l'a dit en 1909, et Boulding aurait dû le lire même s'il est marxiste, comme Veblen l'a dit, la richesse extraite par l'impérialisme va dans la poche d'une poignée de personnes alors que les coûts des empires sont tirés des caisses communes, du trésor commun. Et c'était comme ça pendant l'Empire anglais en Inde. Les Britanniques, les travailleurs ordinaires, ce sont eux qui payaient les coûts et matériels de l'Empire pendant que la Banque d'Angleterre et la Compagnie des Indes orientales s'engraissaient. Il y a une autre ressource qui attire l'investissement des capitalistes dans le tiers-monde, et là vous vous dites, quelle est cette mystérieuse ressource ? Regardons El Salvador. Regardons les entreprises qui y sont installées. On peut y voir Pillsbury, Procter & Gamble, US Steel, Continental, ITT, Firestone, Ford. Là je me dis, mais 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a au Salvador ? Un peu de sucre, des bananes. Qu'est-ce que foutent US Steel et Ford là-bas ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils manufacturent absolument tout. Du combustible à la levure chimique, des pneus de voiture aux ordinateurs. Ils sont au Salvador pour une ressource très précieuse, la main-d'œuvre pas chère. Ils sont là-bas pour payer les gens 50 centimes de l'heure. Plutôt que payer un ouvrier automobile 15 $ de l'heure ici, suffit de descendre un peu et les payer 50 centimes de l'heure. Alors l'industrie devient très attractive. Le New York Times avait un papier sur des fermières sud-coréennes qui travaillaient dans des usines textiles. Les entreprises textiles qui étaient par le passé en Nouvelle-Angleterre, qui avaient déménagé dans le sud des USA, ont déménagé en Corée du Sud, après que les travailleurs états-uniens se soient syndiqués. Une fois en Corée du Sud, tout va bien. C'est un petit pays fasciste où les travailleurs, dès lors qu'ils souhaitent se syndiquer, sont tabassés, jetés en prison ou exécutés. Alors les fermières sud-coréennes bossent dans des manufactures textiles. Elles sont payées 18 centimes de l'heure et on leur impose un rythme de 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause et si elles veulent un jour de congé, alors il leur faut faire 2 équipes d'affilée.
C'est la révolution industrielle. C'est 1870, mais ça rapporte gros aux capitalistes. C'est ça qu'ils appellent l'investissement de capitaux, le développement, les nations amicales, les alliés loyaux, de bonnes relations, de la stabilisation, de la stabilité. General Motors, quand ils vous disent, mesdames et messieurs, qu'ils doivent quitter Détroit parce qu'ils doivent fermer les usines, parce que les voitures ne se vendraient plus aussi bien que par le passé, ce qu'ils devraient vous dire, c'est que General Motors a ouvert une douzaine de nouvelles usines dans les 10 dernières années dans d'autres pays, pour les raisons que j'ai évoquées. C'est ça la ressource clé en fait, la ressource qui est la source de la richesse avec les ressources naturelles. C'est le labeur. C'est l'une des marchandises de la production. Et c'est surtout l'une des marchandises qui n'épuise pas sa valeur dans le processus de production. C'est du travail qui est extrait la richesse. Mais il y a un autre développement qui se fait en parallèle de celui-ci. Cet autre développement, c'est celui du mouvement révolutionnaire qui émerge partout autour du monde, des ordres sociaux concurrents qui doivent être pris pour cible. Les USA ont donné bon nombre de raisons de pourquoi. Reagan lui-même a récemment essayé de justifier notre complexe industriel militaire et nos interventions dans le tiers-monde. Il explique pourquoi nous devons attaquer le Nicaragua, pourquoi nous devons nous opposer aux guérilleros au Salvador, pourquoi il nous faut renverser l'Afghanistan, l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et une variété d'autres pays dans lesquels les forces du changement agissent. La raison que nos dirigeants donnent, c'est la liberté des peuples, la démocratie. Nous serions en Amérique centrale pour défendre la démocratie. Je propose de prendre un moment de réflexion sur cette hypothèse, parce que le gouvernement états-unien a des antécédents récents qui prouvent le contraire. Il a renversé Salvador Allende au Chili, alors même qu'il avait été élu dans des élections libres et ouvertes. 10 000 personnes ont été exécutées, des dizaines de milliers se sont exilés, d'autres mis en prison, et nous avons là une des pires dictatures fascistes, le tout avec le soutien des USA, qui après les élections a coupé toute aide au pays, excepté à l'armée chilienne. Au Guatemala, en 1954, le gouvernement Arbenz est élu démocratiquement. Arbenz légalise les organisations étudiantes qui étaient très puissantes, il autorise les syndicats, les journaux d'opposition, et surtout il commence à faire quelque chose de très dangereux. Il commence à nationaliser les terres inutilisées de la United Food Company. Et c'est là que les corporations états-uniennes et que la CIA ont renversé Arbenz. Et ce que je dis là, ce sont des informations publiques d'ailleurs. La CIA, l'administration Eisenhower l'admet. Eisenhower s'est vanté de comment la CIA avait renversé Arbenz parce qu'il était une personnalité influente de gauche. C'est ce qui s'est passé avec Mossadegh en Iran, avec Goulart au Brésil ou avec Bosch en République dominicaine. Une panoplie de dirigeants démocrates, au moins 6 ou 7 en Amérique latine, ont été renversés et des généraux mis au pouvoir avec l'aide et l'assistance du gouvernement états-unien. Alors, l'aide de nos dirigeants ne peut pas être une aide pour la démocratie. Nous faisons la guerre aux démocraties et nous soutenons les pires dictateurs. Si Reagan déteste vraiment la tyrannie, s'il s'oppose vraiment à la tyrannie, pourquoi n'envoie-t-il pas de combattants de la liberté au Paraguay, au Chili ou en Afrique du Sud ? Pourquoi il ne sabote pas ces pays ? Pourquoi il ne les écrase pas ? Ce qu'il se passe en Libye par exemple, c'est beaucoup plus simple à expliquer que l'on veut vous faire croire. La pire chose avec le colonel Kadhafi, qui est un type étrange par bien des manières, moins étrange que ce que les médias affirment, mais tout de même. Eh bien, le colonel Kadhafi a appelé plusieurs fois à des négociations entre lui et Reagan. Des négociations pacifiques que l'on trouve un arrangement à toutes les affaires en cours, eh bien Reagan a refusé toutes les propositions. Ce n'est pas dans la presse, donc je ne vous en veux pas de pas savoir. Vous ne lirez pas ça dans ce torchon à l'entrée, le Colorado machin, qui parlait des cibles terroristes atteintes en Libye. Mais ce qui rend Kadhafi vraiment dangereux, ce n'est pas le terrorisme. Les attaques de Vienne et Berlin ne sont à aucun moment reliées à la Libye, et les terroristes venaient de Syrie. Non, ce qui est embêtant avec Kadhafi, c'est que lorsqu'il a pris le pouvoir en 1969, il a récupéré un pays qui était comme l'Arabie Saoudite. Un pays de misère de masse, beaucoup de pétrole qui rendait riche une minorité. Alors quand la révolution des colonels a pris le contrôle, ils se sont débarrassés des riches. Ils ont réquisitionné toutes les maisons vides pour les donner aux pauvres. Ils ont lancé un programme de réforme agraire, ils ont ouvert un programme d'école publique et gratuite. Ils ont instauré la sécurité sociale. Les États-Unis n'ont toujours pas de sécurité sociale. Eh bien, les Libyens si. Ils ont planté 40 millions d'arbres et ont lancé un colossal programme d'irrigation et de récupération écologique. Voilà ce que Kadhafi a fait. Et c'est un exemple très dangereux pour le monde arabe. Il a pris la majorité des revenus du pétrole et les a réinvestis dans les besoins de son peuple. Le revenu par habitant de Libye est le plus élevé du monde arabe, le plus élevé du tiers-monde. Les médias ne vous le racontent pas ça. On ne vous dit pas que c'est ça qui est dangereux avec Kadhafi. Le signal, c'est que Reagan dit que Kadhafi est un tyran pour son peuple. Il dit que les sandinistes sont des tyrans pour le peuple et qu'Allende est un tyran pour le peuple chilien. Dès l'instant où il commence à faire des réformes sociales, dès l'instant où il touche à notre pétrole, nos bananes, notre sucre, notre cuivre, notre fer, notre bauxite, là ce sont des tyrans. Le deuxième mythe qu'on nous impose, c'est que les gouvernements révolutionnaires nous seraient hostiles, et que c'est pour cette raison que nous nous y opposons. Les dictatures de droite s'entendent bien avec nous, elles sont amicales. Mais qu'est-ce qui rend les dictatures de droite si amicales ? Quels intérêts communs avons-nous ? Je pense l'avoir déjà expliqué, c'est un intérêt commun de classe, et les mecs de gauche arrivent, et ils sont hostiles. Sauf qu'en fait non,
Ils ne sont pas hostiles, parce que la première chose que ces gouvernements de gauche font lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est de demander des relations diplomatiques amicales, des relations économiques avec les USA. C'est ce que les sandinistes ont fait. Ils ont honoré la dette que cet escroc de Somoza avait et ont demandé des relations économiques plus proches. C'est ce que les Cubains veulent aussi. C'est ce que tous les pays socialistes, de la superpuissance qu'est l'URSS, aux petites puissances comme le Vietnam et Cuba, en passant par une toute petite puissance comme la Grenade du mouvement du New Jewel, tous ces pays sans exception ont demandé plus de commerce et des relations politiques, économiques et diplomatiques normales avec les USA. Non pas par amour, mais parce que c'est dans leur intérêt. Parce que leur intérêt, c'est de se développer économiquement, d'avoir la paix, la sécurité à leurs frontières, c'est dans leur intérêt de ne pas investir autant dans l'armée et la défense. Il y a même un article du New York Times dans lequel Fidel Castro affirme ce désir de moins dépenser dans la défense et l'armée. Ça n'a pas de sens pour les Cubains de faire 25 000 kilomètres pour aller chercher des bus scolaires au Japon, parce que c'est là-bas qu'ils les achètent. Pourquoi faire 25 000 kilomètres quand ils pourraient les acheter en Floride, à tout juste 150 bornes ? Pourquoi doivent-ils récupérer leur matériel médical en Chine ou en Tchécoslovaquie alors qu'ils pourraient se fournir directement aux USA ? Cuba est le pays où l'import coûte le plus cher du monde à cause du blocus, du boycott états-unien. Avoir des relations amicales, c'est dans leur intérêt. Il n'est pas question d'amour, d'idéologie, mais purement et simplement d'intérêt propre au peuple cubain, et c'est cet intérêt propre qui doit servir de base à toute relation normale avec les pays socialistes. Non, mes amis, ce sont bien nos dirigeants qui fuient, terrorisés par l'idée de relations amicales avec un pays socialiste et révolutionnaire. Nos dirigeants et Reagan en particulier ne veulent pas, comme Tom Wicker le dit si bien par rapport à l'Union soviétique, nos dirigeants ne veulent pas accepter « oui » comme réponse. La dernière raison que l'on nous donne, c'est qu'il faut contenir la vague rouge. Vous avez entendu le discours de mars de Reagan, des trucs déjà entendus 1000 fois comme quoi la vague rouge arriverait à nos frontières si nous laissions le Nicaragua avoir le gouvernement que le peuple a choisi dans des élections pourtant libres et ouvertes. Si nous les laissons faire, nous mettons notre propre sécurité en jeu parce que, vous voyez, une superpuissance militaire comme le Nicaragua, une armée de 60 000 hommes qui traverserait le Guatemala, le Mexique et le Texas pour arriver dans le cœur états-unien, ici même à Boulder dans le Colorado, et ils viendraient danser avec vos filles, avec vos sœurs, on ne peut vouloir cela. L'image qu'un minuscule pays de 3 millions d'habitants soit une menace pour nous me rappelle la guerre du Vietnam. On entendait les mêmes arguments. Que si nous ne les combattions pas dans la jungle, il faudrait les combattre sur les plages de Californie, ce qui est une insulte à l'honneur de l'armée de mer états-unienne. C'est très compliqué de convaincre le peuple états-unien d'envoyer ses fils, peut-être même un jour ses filles, de les envoyer combattre et mourir dans une jungle dans l'unique objectif de protéger les intérêts de la United Fruit Company, de Procter & Gamble ou d'ITT. Alors il faut mentir et affirmer que c'est pour lutter contre la menace communiste. C'est compliqué de convaincre le peuple états-unien qu'un petit pays comme le Nicaragua, le Vietnam ou le Salvador sont une menace pour la sécurité états-unienne. Alors il faut dire que le Nicaragua est à la solde des Cubains, qui sont eux-mêmes les marionnettes de roulement de tambour, le gros ours rouge du Kremlin. Et pourtant, comme je viens de le dire, ces pays affirment continuellement un désir de relations amicales avec les USA, y compris l'Union soviétique. Alors on entend qu'il y a dans ces pays quelque chose de pernicieux et qu'il faut arrêter cette chose, c'est le communisme. Alors on entend qu'il y a dans ces pays quelque chose de pernicieux et qu'il faut arrêter. Cette chose, c'est le communisme. Et ces pays sont communistes, alors mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, demandons-nous enfin, qu'est-ce qu'un communiste ? Que fait donc un communiste qui soit si dangereux ? Ils voudraient nous faire croire que les communistes ont faim de pouvoir plutôt que de souhaiter le pouvoir de mettre fin à la faim dans le monde. Ils voudraient nous faire croire comme dans un éditorial du New York Times dans lequel il est décrit l'indésirable et offensant régime de Managua. D'ailleurs vous noterez que les États socialistes n'ont pas de gouvernement, ils ont des régimes. Nous avons, nous, des gouvernements, dans tous les articles, tout le temps. Je me demandais donc ce qui pouvait être aussi indésirable, aussi offensant dans le régime de Managua. Est-ce que c'est la réforme agraire, lorsqu'ils ont saisi la multitude de terres qui appartenaient à quelques riches compradors et qu'ils l'ont donnée au peuple qui était affamé de terre ? Est-ce que c'est l'industrie commune et les programmes de travaux publics afin de créer du travail pour des personnes en chômage chronique ? Est-ce que ce sont les programmes alimentaires, les rations de haricots et de riz pour chaque enfant au Nicaragua pour que personne, qu'importe leur niveau de richesse, que personne ne meure de faim ? Peut-être que le problème, c'est que le Nicaragua a le plus bas taux de mortalité infantile de toute l'Amérique centrale, malgré les tremblements de terre, malgré la guerre civile, malgré les invasions étrangères et malgré l'embargo. Qu'est-ce qui est si offensant chez Managua ? Toutes ces choses. Ce qui offense notre classe dirigeante, c'est la création d'un ordre social concurrent. C'est le peuple, ceux qui ont été opprimés, ceux qui servaient de fourrage au processus d'accumulation des capitaux, qui aujourd'hui récupèrent les moyens de production, récupèrent les terres, récupèrent leurs drapeaux et récupèrent leur dignité. Ils affirment « ce pays est à nous, il n'est plus à toi gringo ». C'est ça le programme communiste, c'est ça que les communistes sont. J'étais dans le Vermont et quelqu'un se lève lors d'une de mes conférences, c'était une de ces bourgeoises qui travaillent à la paix, et elle dit « Les gens disent que la guérilla salvadorienne, ce sont des communistes. Mais non,
Ce ne sont pas des communistes, juste des paysans. Alors pourquoi les combattons-nous ? Ce qu'elle sous-entendait, c'est que, s'ils avaient été communistes, il serait bienvenu de les pulvériser. Je leur ai fait remarquer que dans le FLN, il y a au moins 2 des 5 groupes qui ne refuseraient pas le label de communiste. Ils diraient « Yo soy comunisto ». Non seulement ils le diraient, mais ils en seraient fiers parce que ce que c'est que d'être communiste, c'est se battre, dédier sa vie au peuple. Si nous, communistes, si nous gauchistes, si nous marxistes, si nous révolutionnaires, si nous progressistes, si tout ce que nous voulions c'était le pouvoir, pourquoi serions-nous du côté de ceux qui n'ont aucun pouvoir ? Pourquoi ne serions-nous pas les larbins du pouvoir ? Pourquoi ne prenons-nous pas le chemin des Henry Kissinger, des Patrick Moynihan, des Zbigniew Brzezinski, des McGeorge Bundy, qui larbinent et susurrent à l'oreille du pouvoir ? Quand Kissinger est devenu conseiller à la sécurité de Richard Nixon, Nelson Rockefeller lui a donné 50 000 balles comme cadeau de départ. Rockefeller l'a dit lui-même devant un comité du Sénat alors qu'il était choisi pour être vice-président des États-Unis. Les sénateurs lui sont tombés dessus, lui ont demandé pourquoi il avait fait ça. Et Rockefeller de répondre « Donner a toujours été une tradition dans notre famille. Donner. » Ils sont si altruistes que le karma leur rend bien, il faut croire. Ce que Rockefeller disait à Kissinger, en fait, c'est « Henry, je t'ai sorti d'Harvard parce que j'aimais ce que tu écrivais et tu écris pour moi, Henry. Maintenant, va travailler pour Richard Lacrapule, mais souviens-toi à qui tu appartiens. » Ça, savoir fin de pouvoir, monter les échelons du pouvoir politique, les carriéristes partout autour du monde ont la même stratégie. Nous, à gauche, ne faisons pas ça. Contre vents et marées, sur les piquets de grève, on met en danger nos emplois, on risque nos carrières, et dans bien des cas, on met en danger notre intégrité corporelle et nos vies dans tout un tas de pays. Si c'est le pouvoir que nous désirons, pourquoi prendre des chemins aussi détournés ? Donc les communistes font toutes ces réformes, et le chroniqueur libéral Richard Cohen, du Washington Post, répète ce que j'ai dû entendre de la bouche de 800 personnes déjà, on devrait copier ce que les communistes font, pourquoi on est toujours du mauvais côté, pourquoi on va dans ces pays où on se retrouve du côté des grands propriétaires terriens, du côté des propriétaires d'ateliers clandestins, du côté des gros généraux corrompus et jouent aux proxénètes dans leur temps libre. Pourquoi ne conquérons-nous pas les âmes et le cœur du peuple à la manière des communistes ? Pourquoi ne recopions-nous pas leurs techniques ? Mais quelles sont ces techniques ? Les techniques des communistes sont bien connues, c'est les choses que nous avons évoquées. Ils vont dans un village, lancent une réforme agraire, ils essayent d'amener de l'eau potable, ils payent pour leur nourriture, ils essayent de faire en sorte que les habitants s'organisent entre eux. C'est ça qu'ils font. Mais si nous faisions la même chose, non seulement on aurait volé leur programme, mais on serait devenus comme eux. Parce que c'est ce qu'ils font. Et c'est ce que nous combattons. Pas nous, mais ce que notre gouvernement, ce que nos dirigeants combattent. C'est pour ça que nous sommes toujours du mauvais côté. Parce que le mauvais côté, c'est le bon côté pour protéger les intérêts de classe dans cette administration et de toutes les administrations qui se sont succédées dans la Maison-Blanche. C'est donc le cœur de la politique étrangère états-unienne que d'utiliser le fascisme pour préserver le capitalisme, tout en affirmant préserver la démocratie du communisme. L'Union soviétique est d'ailleurs un problème pour le capitalisme mondial. D'abord, c'est le pays socialiste le plus fort, et c'est de fait une cible majeure. Ensuite, l'Union soviétique a assisté d'autres mouvements révolutionnaires, principalement diplomatiquement, politiquement et moralement, mais aussi parfois avec de l'aide matérielle. Pas forcément en grande quantité, mais du matériel stratégique, comme pour le Vietnam. Un des objectifs est donc de contenir l'Union soviétique. Le rêve d'annuler les événements de 1917, celui d'annuler l'histoire, de ramener le temps où le monde nous appartenait, où les problèmes comme ceux-ci n'existaient pas, et c'est ça qui explique l'encerclement de l'Union soviétique. Le pays socialiste le plus ciblé, ce n'est pas le Nicaragua, pas même la Libye, pour peu qu'on appelle la Libye socialiste, mais je n'appellerai pas la Libye socialiste. Son dirigeant est erratique, il fait des choses immatures, il dit des choses immatures, et même si la Libye s'oppose aux intérêts de classe des capitalistes, je ne l'appellerai pas socialiste. Le pays le plus ciblé, le plus encerclé et menacé donc, c'est l'URSS. C'est ce pays qui est dans le collimateur de tous ces missiles. C'est dit, mesdames et messieurs. Ces missiles ne sont pas le résultat d'une course à l'armement. Je maintiens qu'il n'y a pas de course à l'armement, et même qu'il n'y a jamais eu de course. Comme vous le savez, le modèle d'une course, c'est que les deux opposants essayent de se dépasser, de mettre le plus de distance à leurs adversaires pour obtenir la médaille. Ce modèle n'explique pas la prolifération nucléaire. Ce que nous avons en réalité, c'est une poursuite, avec d'un côté les États-Unis, qui unilatéralement escaladent à chaque fois, et de l'autre côté l'Union soviétique, qui les rattrape, la plupart du temps avec un délai de 2 à 7 ans, pour un système d'armement particulier. C'était vrai pour la bombe A, pour la bombe à hydrogène, les bombardiers longue distance, les sous-marins lance-missiles, les MIRV, les missiles à tête multiple, les missiles balistiques intercontinentaux, les bombes nucléaires tactiques, les roquettes à combustion solide, et aujourd'hui, avec les MX, les missiles de croisière et la bombe à neutrons. Le modèle de la course ne convient pas, c'est une poursuite. Comme les soviétiques l'ont affirmé il y a quelques années, ne construisez pas de bombe à neutrons, si vous en construisez une, cela nous oblige à en construire aussi. Ne construisez pas de MX, si vous le faites, nous escaladerons avec nos missiles balistiques intercontinentaux. Ce n'est pas une course, c'est une poursuite, avec un des deux côtés
qui demande à ce que cette escalade n'ait pas lieu, et lorsque l'escalade a lieu, les soviétiques bougent à contre-cœur pour y répondre. Je dis à contre-cœur parce que la course à l'armement a un effet désastreux sur l'économie soviétique. À chaque fois qu'ils doivent construire un tank, c'est un wagon de métro en moins pour leur métro. Parce qu'en URSS, chaque ville de plus d'1 million d'habitants se voit construire un métro. Chaque nouveau missile, ça signifie moins de biens de consommation de qualité. D'ailleurs, la guerre froide a le même effet sur notre pays, c'est juste que c'est moins évident à cause du système dans lequel nous vivons. Cette poursuite à l'armement donc, les dépenses de défense, c'est une énorme balle dans la jambe de la classe possédante en termes de profit, de surcoûts garantis, de contrats juteux. L'Union soviétique a une pénurie de capitaux, contrairement aux USA qui ont un surplus de capitaux, et de fait, à cause de cette pénurie, l'URSS a une pénurie de main-d'œuvre, là où aux États-Unis, 20 millions de personnes vivent dans des conditions de sous-emploi. La base industrielle soviétique est également plus petite, et de fait, elle draine les scientifiques qui préféreraient travailler dans le secteur civil, à cause de l'anonymat du travail militaire, et des managers qui préféreraient avoir du travail dans le secteur civil. Pour faire court, l'Union soviétique a un bon nombre de raisons rationnelles de vouloir diminuer la poursuite à l'armement. Comme Gorbatchev l'a dit encore et encore, nous avons encore beaucoup de travaux à faire dans notre pays, et nous n'avons jamais eu une année normale dans notre histoire. Nous avons eu les invasions étrangères, la révolution, encore des invasions, la collectivisation à marche forcée, la guerre et la course à l'armement. Nous aimerions avoir quelques années normales. Je vais me répéter, mais il ne s'agit pas là d'amour, mais bien des intérêts propres à l'URSS. Je défendrai donc que l'escalade de l'URSS a été réactive et défensive par rapport à l'escalade imposée par les USA. C'est tout aussi vrai si on regarde la marine soviétique. Ils n'avaient jusque récemment aucun porte-avions pour les attaques et actions amphibies. Ils en ont désormais un. La flotte soviétique est presque entièrement conçue pour traquer la flotte états-unienne, pour voir où elle va. Mais l'intérêt soviétique pour la désescalade se reflète surtout dans toutes les propositions qu'ils ont faites. Vous pourriez dire que les paroles ne coûtent rien, vous voudriez voir des actions. Pour commencer, les mots comptent aussi, les paroles valent quelque chose. Ce qu'une nation dit est le reflet de ce qu'ils font, mais peu importe. Les soviétiques joignent le geste à la parole. Par exemple, lorsque les soviétiques ont proposé la dissolution des armées de l'OTAN et du pacte de Varsovie, de dissoudre les armées missile par missile, division par division, pour une désescalade mutuelle. Les USA ont refusé cette proposition, ils ne l'ont même pas étudiée. Les soviétiques ont proposé pendant les 4 années qui viennent de passer une Europe dénucléarisée. Ils ont voulu réduire leur nombre de missiles à moyenne portée jusqu'à en avoir environ 162. Le même nombre que la France et la Grande-Bretagne réunis. Cette proposition a 3 ans. Cette proposition a été amenée par Gorbatchev et à nouveau, Reagan l'a ignorée. L'idée était de garantir par traité que si Moscou enlevait ses missiles d'Europe, Washington ne devait pas transférer ses missiles aux Français ou aux Anglais. Les Français et les Anglais étaient prêts à se débarrasser de leurs missiles, ou plutôt à ce stade ils avaient gelé leurs missiles. Aujourd'hui, les Français et les Anglais augmentent leur nombre de missiles à portée intermédiaire, et ces missiles Pershing, en Europe de l'Ouest, peuvent atteindre l'Union soviétique. Ils sont donc stratégiques et peuvent toucher les missiles balistiques intercontinentaux soviétiques. Les SS-20 soviétiques sont des armes crades, bien entendu, mais ce sont des armes qui ne peuvent pas atteindre le sol des USA. Ils ne peuvent pas détruire les missiles balistiques intercontinentaux états-uniens. De fait, les soviétiques refusent d'avoir un potentiel de première attaque. Autre chose dont il faut se souvenir, c'est que les missiles de croisière et les Pershing qu'on trouve en Europe ont un temps de frappe de 7 minutes. C'est la fin de la persuasion, et c'est pour ça que Gorbatchev et les Russes sont hors d'eux et sont partis de la Convention de Genève en 1983 parce que Reagan a refusé de négocier sur les missiles de croisière et les Pershing. Reagan s'est servi de ça pour dire on était à Genève, mais ce sont eux qui sont partis. Il agit de manière hostile, refuse de faire le moindre pas vers la paix, et lorsque les soviétiques s'énervent, il fait la mijaurée en disant « Eh bien vous voyez, ils ne veulent pas trouver de compromis. » S'il faut une demi-heure pour que mes missiles vous tuent, et réciproquement, alors vous avez le temps de les voir arriver et vous lancez les vôtres sur moi. C'est ça la dissuasion nucléaire. Maintenant imaginons que je réduise mon temps de frappe à 7 minutes, et que mes missiles volent si bas et si vite que votre radar ne les découvre que dans les dernières 2 minutes. J'ai désormais une capacité de première frappe. Il n'y a plus de dissuasion, car mes missiles peuvent cibler et détruire les vôtres. Alors j'ai une possibilité de seconde frappe pour vous détruire, et vous n'avez presque plus rien pour répliquer. Votre faible réplique d'ailleurs sera bloquée par ma guerre des étoiles, mon projet Star Wars. Petit aparté pour l'auditeur, le projet Star Wars, qui va être évoqué ici à de nombreuses reprises, c'est un projet de bouclier antimissile, entre autres, proposé par Reagan. Parenti ne parle pas du film, mais bien d'un projet militaire. Ah, Star Wars. C'est donc à ça que ça sert? Oui. Vous voyez, les critiques sur Star Wars, elles sont très inconsistantes. Les gens ont dit, des scientifiques ont dit que c'était un projet ridicule et qu'il faudrait que ça fonctionne parfaitement dès le premier coup. Mais si les soviétiques balancent leurs 10 000 missiles un jour,
qu'ils disent « détruisons la planète » et qu'ils envoient tous leurs missiles uniquement sur les États-Unis, alors il faut que Star Wars fonctionne parfaitement. Mais si la fonction de Star Wars est de bloquer la faible réplique des soviétiques après une première frappe états-unienne, alors là Star Wars devient bien plus efficace. Et c'est Reagan lui-même qui a dérapé l'année dernière quand il a dit « ça n'a pas besoin de fonctionner parfaitement ». Et ils l'ont fait descendre de la tribune parce qu'il lui avait expliqué le matin même au petit déjeuner que si je bloque 90% de 10 000 missiles, je serai détruit par 1 millier de missiles. Mais si je bloque 90% des 60 ou 70 missiles qu'il reste au Ruskov, alors je serai touché par 6 ou 7 missiles. C'est un nombre considéré comme un dommage collatéral acceptable. 20 millions de personnes. Entre 4 et 20 millions de personnes, ce sont des dommages collatéraux acceptables. Et il y a des fous au Pentagone qui pensent comme ça, mesdames et messieurs. Ils ont des bonnes grosses pensions militaires, de bons gros salaires et des grands tableaux éclairés, et ils pensent comme ça tout le temps. Mais risquant chaque jour la guerre nucléaire, le grand projet, c'est de retourner en 1947, quand nous pouvions brandir cette arme quoi que fassent les soviétiques pour les pousser à la retraite. Ils sont obligés de reculer, de concéder. Nous serions de retour en 1962, la crise des missiles cubains, alors que Kennedy s'est assis et a réfléchi à une frappe contre l'Union soviétique. Il a compris que Khrouchtchev n'avait qu'un, peut-être 2 missiles balistiques intercontinentaux qui pouvaient toucher les USA et que ça ne toucherait que le nord-est des USA. Mais les estimations d'1 ou 2 millions de morts étaient politiquement inacceptables, alors ils ont abandonné l'idée. Ce mystique soviétique balistique intercontinental a sauvé énormément de vies, peut-être les nôtres. Ce n'est pas vrai que les missiles se construisent juste aveuglément des deux côtés, qu'il y a une course irrationnelle à l'armement ou qu'il y a la guerre dans la nature humaine. Les chansons qui chantent ça, je les apprécie. Mais leur politique n'est pas vraie. Ce ne sont pas des hommes qui sont méchants et qui tuent pour tuer. Et quand cesserons-nous cette folie, ni d'un côté ni de l'autre? C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Si la violence était dans notre nature, pourquoi aurait-il besoin de nous mentir, de nous recruter de force, de nous menacer? Le nazi Hermann Göring a dit « Aucune pauvre âme ne veut la guerre, pas même un Allemand. Pourquoi voudrait-il être assis dans une tranchée qui empeste l'odeur du sang, là, à écouter les cris de froid et de terreur de ses camarades tombés sous les balles? Que veut-il? Où veut-il être? Il veut être chez lui, dans sa ferme. Il veut être auprès de sa famille. Aucune pauvre âme ne veut la guerre, c'est pour ça qu'il faut aller le chercher, l'habiller, lancer les tambours et sortir les drapeaux. Dans les 4 dernières années, les soviétiques ont demandé à bannir les armes dans l'espace devant les Nations Unies, un vote a eu lieu. 124 pays étaient pour, un seul s'y opposait. Pas les États-Unis. Juste Ronald Reagan. Les sondages montraient que le peuple états-unien ne voulait pas d'armes dans l'espace, mais Ronald, lui, voulait. 124 à 1 et une abstention. Vous savez qui était l'abstentionniste? C'était Margaret Thatcher, qui, nous le savons tous, est en fait Ronald Reagan en robe. Les soviétiques ont signé un engagement de non-première frappe. Cet engagement promet qu'ils n'utiliseront jamais l'arme nucléaire à moins d'être attaqués par une arme nucléaire. Ils ont signé cet engagement parce que les soviétiques ne voient pas un seul scénario dans lequel ce serait dans leur intérêt d'être les premiers à frapper avec une arme nucléaire. Ils n'ont pas pour autant réfuté absolument leur utilisation et continuent d'en produire. Cet engagement, les USA ont refusé de le signer. Et alors? C'est au moins pas hypocrite. Quand les choses vont s'accélérer et que les missiles vont commencer à voler, ils voleront, non? Non. Ce que les nations disent est un indicateur de leurs intérêts et de leur stratégie à un certain degré, même si parfois il y a des mensonges. Les USA ne peuvent pas signer ce traité car toutes les administrations ont utilisé la menace de l'arme nucléaire. Le Star Wars, la première frappe, les missiles de croisière et les Pershing, c'est tout simplement la politique étrangère états-unienne. Ils veulent obtenir la domination sur les pays socialistes, sur le tiers-monde, par la supériorité nucléaire. Les USA ont pensé à utiliser et menacé d'utiliser l'arme nucléaire à la bataille de Khe Sanh pendant la guerre du Vietnam. Pendant la bataille de Dien Bien Phu, l'administration d'Eisenhower a proposé à l'armée française l'arme nucléaire. Ils sont arrivés et ont dit « Tenez, si vous voulez, des armes nucléaires tactiques ». L'armée française a refusé. Ils ont préféré accepter leur défaite. Depuis Eisenhower, tous les gouvernements états-uniens ont été prêts à utiliser l'arme nucléaire à n'importe quelle occasion. L'administration Kennedy a, comme je l'ai évoqué, sérieusement considéré l'utilisation de l'arme nucléaire contre l'Union soviétique. Cela fait partie de la doctrine militaire états-unienne. C'est une arme qui est utilisée pour maintenir l'hégémonie impériale, pour empêcher l'histoire de continuer son chemin. C'est une épée de Damoclès au-dessus de chaque peuple qui lutte pour la démocratie et le socialisme. Si les USA signaient un engagement de non-première frappe, ils ne pourraient plus menacer d'utiliser ces armes. Cela prouverait que ce sont des hypocrites et des menteurs. On ne peut pas dire « je n'utiliserai que si on m'attaque » et menacer tout de même. Parce que la valeur de ces armes est la menace.
D'ailleurs, le plan des USA n'est pas de raser et de détruire l'URSS, mais bien de développer une telle supériorité dans leur équipement nucléaire avec le Star Wars, les missiles de croisière, les Pershing, tous ces avions d'attaque et ces sous-marins nucléaires, qu'ils auraient simplement à dicter les termes, pas détruire, mais contrôler. Un engagement de non-première frappe ne peut pas aller dans cette doctrine de politique extérieure. De fait, les décisions ne sont pas symétriques entre Moscou et Washington. Je vais vous révéler un des secrets les mieux gardés des USA. En février 1981, dans le Soviet suprême de l'Union soviétique, ils ont voté unanimement pour engager une politique de gel de la production nucléaire bilatérale et vérifiable similaire à ceux votés aux USA dans le Vermont et 9 États, et encouragés par des centaines de communes et villes états-uniennes, et les propositions sont quasiment mot pour mot les mêmes. Le même mois, le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a voté unanimement pour un gel nucléaire. Les USA ont ignoré toutes ces propositions, malgré un mouvement massif des millions de personnes dans ce pays. Le plus grand mouvement de masse en si peu de temps de notre histoire, c'est ce mouvement. Vous ne vous rendez pas compte que vous faites l'histoire. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est formidable. C'est plus que le mouvement contre la guerre du Vietnam des 5 premières années. C'est plus que le mouvement des droits civiques. C'est plus que les grands mouvements syndicaux des années 30. Le nombre de personnes qui ont marché contre l'arme nucléaire, qui se sont engagées contre l'arme nucléaire, qui ont écrit des lettres se comptent en millions. Ce mouvement de masse, l'administration de Reagan l'a simplement ignoré. Ça n'existait pas. Il ne voulait pas en entendre parler, il ne voulait pas les considérer, car cela ne rentre pas dans ses plans très rationnels pour un monde très différent. L'Union soviétique a appelé à la réduction du nombre de missiles balistiques. L'administration Reagan a refusé de négocier. Ils l'ont totalement ignoré en 1982 et ignoré à nouveau lorsque, plus dramatiquement, Gorbatchev est venu et a dit « Pas la peine de négocier, laissez-moi vous donner un nombre. 50. On retire 50% de nos missiles immédiatement et on ouvre nos sites de missiles à l'inspection totale. » Voilà un autre changement de politique soviétique, l'inspection totale des sites. Sous n'importe quelle condition, vous venez, vous regardez partout autant que vous voulez, mais à nouveau, les USA ne veulent pas accepter le oui. Ronald Reagan refuse les cadeaux. L'Union soviétique a unilatéralement observé et observe toujours un moratoire contre les tests d'armes satellites. L'Union soviétique a appelé à une baisse du nombre des forces conventionnelles dans l'OTAN et le pacte de Varsovie. L'Union soviétique a unilatéralement observé un moratoire contre les tests nucléaires sous-marins et a même appelé à un arrêt total des tests nucléaires. Gorbatchev sait que l'arrêt des tests signifie l'arrêt de la production d'armes nucléaires. Tu ne peux pas développer d'armes si tu ne testes pas. Et Reagan le savait aussi. Alors il a encore ignoré la proposition soviétique. L'année dernière, les soviétiques ont unilatéralement décidé d'arrêter les tests pour le reste de l'année. L'administration Reagan a dit « c'est parce qu'ils font tous leurs tests en début d'année et qu'ils ont fini mais pas nous ». D'accord, admettons. Alors quant au 1er janvier, Gorbatchev dit que le moratoire sera étendu de plusieurs mois. Washington a affirmé que c'est parce que les soviétiques ne testent pas pendant les mois les plus froids, janvier, février et mars. Donc, selon Washington, les soviétiques ne font pas de tests dans les mois les plus froids mais font supposément tous leurs tests au début de l'année. Et quand les soviétiques ont étendu encore ce moratoire, la Maison-Blanche de dire « c'est de la propagande, ils essayent de retourner le peuple américain, mais nous, dans l'objectif d'en finir définitivement avec l'arme nucléaire, nous allons continuer de tester. » Et je paraphrase à peine. C'est ce que j'essaye de dire là, mesdames et messieurs, c'est que la politique étrangère des États-Unis n'est pas insensée, elle n'est pas stupide, elle est rationnelle. Quand quelqu'un demande « que fait-on ?», on oppose des guérilleros au Salvador, mais on soutient ceux du Nicaragua. C'est rationnel parce que la guérilla au Salvador veut changer l'ordre social, alors que les soi-disant guérilleros qui n'en sont pas, ce sont des mercenaires, et les pays qui attaquent le Nicaragua veulent un retour à l'ordre social déchu. C'est un système très rationnel. Ils ne sont pas sots, ils ne sont pas confus, ils savent très bien ce qu'ils font, ils défendent l'ordre social bourgeois. Revenons sur Star Wars. Au-delà d'être une défense après une première frappe, les gens en parlent en disant « ça coûte trop cher ». Mais qu'est-ce que vous dites, ça coûte trop cher ? Bien sûr. C'est pour ça que c'est aussi attractif. Ça va coûter 1000 milliards de dollars. Ça coûte plus cher que le New Deal, le projet Manhattan, qui nous a donné la première bombe atomique, le projet des autoroutes d'Eisenhower et la construction des grandes voies ferrées. Tout ça réuni, ça n'arrive pas à coûter aussi cher que Star Wars. 1000 milliards, c'est juste la première étape. Mais c'est ça qu'ils aiment, les mecs. Ceux qui ont tous ces contrats avec le ministère de la Défense, ils adorent voir toute cette thune rentrer dans leur poche. Ils s'en foutent que le système fonctionne ou pas. Le fait que ce projet coûte une fortune est l'une de ses attractions. C'est un projet qui ne respectera pas le traité de non-prolifération des missiles balistiques, et on apprend qu'il ne respectera pas non plus le traité qui empêche les tests dans l'atmosphère. Mais où est le problème ? Reagan n'a aucune loyauté pour aucun de ces traités, il a souhaité s'en défaire dès son arrivée au pouvoir. Maintenant que j'ai dit tout ça, que j'ai peint le tableau de l'impérialisme états-unien, j'aimerais ajouter quelque chose.
Notre classe dirigeante nous dirige, certes, mais elle ne nous dirige pas de la manière qu'elle voudrait. Il ne faut pas que nous soyons écrasés par l'analyse que j'ai donnée et par les faits que j'ai cités. Mais nous devons comprendre pourquoi nos dirigeants agissent de la manière dont ils agissent. Et Reagan n'est pas stupide. Bon, c'est sûr que quand il va en Équateur et qu'il dit « c'est magnifique la Colombie », il brille pas. Et il dit des bêtises comme ça, il s'étouffe sur certaines questions. Pourtant Reagan a été le président le plus rationnel et le plus persistant qu'il m'a été donné de voir. Dans tous les domaines. Que ce soit créer le bureau des syndicats, détruire les syndicats, faire baisser les services, sa gestion environnementale, sa doctrine de défense, sa politique étrangère, la nomination de juges réactionnaires ou les coupures budgétaires pour la gauche, qu'importe. Il n'a pas laissé quoi que ce soit de côté. Il a avancé et poussé avec persistance. Il a un programme et un objectif. Son objectif, c'est le même que Caspar Weinberg et Patrick Buchanan. C'est l'objectif de la droite radicale, et il remplit cet objectif avec succès. Bien entendu, l'objectif n'est pas parfaitement rempli. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu de plus en plus de manifestations et le changement continue tout autour du globe. D'ailleurs, en URSS aussi, il y a des manifestations. Les forces pour la paix y sont massives, des millions ont marché au comité pour la paix de Leningrad. Il y a des photos de ces manifestations avec des grandes banderoles sur lesquelles on peut lire « Pas de missiles, ni à l'est, ni à l'ouest ». Mais ces millions de personnes sont soutenues par leur gouvernement. Et vous devez faire une distinction entre un pays qui soutient et encourage un mouvement pour la paix aussi colossal et notre gouvernement qui l'ignore, le manipule ou essaye de l'écraser. Les forces démocratiques ont augmenté en nombre dans notre pays depuis le Vietnam et le mouvement pour la paix en est la conséquence. Vous vous rendez compte que Reagan n'a pas envahi le Nicaragua ? Les USA ont envahi le Nicaragua 11 fois. Les USA ont occupé le Nicaragua 3 fois pour des périodes qui ont duré jusqu'à 10 ou 13 ans. Les marines y sont allés, ont brûlé des maisons, tué les gens, ils ont violé, assassiné et démembré des gens. Coleman McCarthy a sorti un papier dans le Washington Post d'un type de 78 ans qui affirme qu'il était au Nicaragua en 1928. Il était à peine sorti de l'adolescence et il raconte ses cauchemars pendant des années après qu'il ait exécuté des innocents, après avoir vu des mecs se faire couper leurs organes génitaux et se faire torturer. C'est ce que font les marines. Vous réalisez ? Est-ce que vous réalisez que les USA ont une force de frappe, une force de déploiement, une puissance, une force d'impact qui est 1000 fois plus grande que celle que Calvin Coolidge avait ? Et notre président est 1000 fois plus barge que Calvin Coolidge. Il a encore plus envie d'y aller, il veut y aller, mais il ne l'a pas fait. Eh bien c'est parce que les forces démocratiques sont là. C'est ce qui a empêché Nixon d'utiliser l'arme atomique au Vietnam, la peur des conséquences à l'intérieur des USA. Ce qui empêche ces gens d'agir, ce sont les forces démocratiques dans ce pays. Ce sont les forces démocratiques autour du monde. C'est le peuple nicaraguayen qui est armé et prêt. Il pourrait y aller et bombarder jusqu'aux fondations le pays, ne pas perdre un seul homme, le raser comme la citation d'Antigone. Tu ferais de tout ça un cimetière et tu l'appellerais la paix. Mais après coup, il lui faudrait envoyer des troupes. Mais ces troupes tomberaient sur des survivants. Et il faudrait combattre ces survivants. Et il y aurait des pertes inadmissibles et des États-Unis mourraient au Nicaragua. Et ça serait l'escalade et toute l'Amérique latine pourrait se réveiller. Parce que les compradors, les collaborateurs, les riches dirigeants corrompus d'Amérique latine disent à Ronald Reagan « Non, n'intervenez pas au Nicaragua. Nous approuvons le programme social qui est mis en place. » Il faut un changement de bord ? Non. Ils ont peur de la réaction de leur propre peuple. Les pertes au Nicaragua seraient inacceptables. Mais inacceptables pour qui ? Pas pour Ronald Reagan. Ça ne le dérangerait pas de perdre 2, 3, 4 000 gamins états-uniens s'il peut prendre le Nicaragua en échange. Ce n'est pas une perte pour lui, il a des réserves. Elles sont dans cette pièce, les réserves. Il vous recrutera et vous enverra là-bas. Au Liban, 261 marines ont explosé en un jour. Mais il voulait envoyer plus de troupes, toujours plus. Ces pertes sont acceptables pour lui, ça lui en touche une sans faire trembler l'autre. Parce que c'est à ses intérêts de classe qu'il pense. Il parle de l'émergence de la gauche libanaise et du socialisme libanais et qu'il faut les arrêter. Et ce sont des pertes politiques inacceptables. Il y a des forces politiques qui ont du répondant et c'est ça qui lui coûte, certainement pas la morale. Nous sommes plus forts qu'on ne le pense, et nous ne devons jamais croire à leurs mensonges quand les dirigeants disent que nous serions faibles, que nous n'aurions pas le truc. Laissez-moi terminer avec une petite histoire, parce que ça fait longtemps que je parle déjà. J'ai vécu à Washington, j'y ai vécu 6 ans à peu près, et des exilés philippins m'ont demandé, en 81 ou 82, de venir parler au parc Lafayette, qui est le parc juste en face de la Maison Blanche. Souvent je dis à mes amis que je parle beaucoup à la Maison Blanche, et ils me répondent « Toi, tu parles à la Maison Blanche ?» Oui. Je parle à la Maison Blanche avec un mégaphone. Nos camarades philippins donc étaient venus me chercher pour que je fasse un discours. J'ai accepté et j'ai dit ce que je vous ai dit. Les Philippines ne sont pas un pays pauvre, le pays est riche, ce sont les gens qui sont pauvres, ils mériteraient leur propre héritage, et donc je suis en train de tenir ce discours et il y a devant moi peut-être 200 personnes, moitié de Philippins, moitié d'États-Uniens. Je les regarde et je regarde de l'autre côté de la rue vers la Maison Blanche et j'y vois peut-être 600 flics. Équipement complet, les flingues, les casques, les roquettes, tout. Et puis les voitures, les sirènes allumées, enfin la totale.
Et je vois des limousines arriver. Une flottille de limousines et c'est Marcos, le président Marcos qui arrive sous le porche de la Maison Blanche pour câliner et embrasser Ronnie Reagan, parce que Marcos est un grand défenseur de la démocratie. C'est pour ça qu'il se balade avec toute une démonstration de force, les agents de sécurité, des armoires à glace. Il s'approche de nous, il regarde les camarades philippins, voit s'ils reconnaissent pas quelqu'un, et nous, notre petite équipée de 200 personnes, on lance des slogans, on tourne en rond, et je fais ce que bien des gens font dans cette situation, je pleure à l'intérieur de moi. Je me dis, mais bon Dieu, cette puissance, cette richesse, cette force brute, et nous on est là, on est 200. Après que j'ai eu parlé, je vais jusqu'à une barrière sur laquelle on avait installé des photos de Philippins torturés et tués par l'armée de Marcos. Et un de ses gros bras arrive, une brute. Il regarde les photos et il a ce sourire en coin. Je crois que je n'ai jamais été autant en colère. J'avais une envie folle de le frapper. Mais un bon coup, mais bon, hein. Mais je me fais vieux. Alors je me dis, mais ils ont tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Pourtant, 3 ans après, les forces démocratiques se sont mobilisées, il y a eu cette formidable transition, et Marcos s'est fait virer du pouvoir. Souvenez-vous qui a le pouvoir quand les gens marchent ensemble. Nous avons une puissance comme personne n'a jamais observée. Quand les forces démocratiques avancent, les forces de la réaction n'ont pas d'autre choix que de fuir. Et ces généraux, ces dictateurs et présidents qui sont dans leur grand palais avec leur corruption et leurs baïonnettes et leurs flingues et leurs espions partout, ils se font écraser comme un étalon écrase une mouche. Alors il faut dire leurs 4 vérités aux puissants. Souvenez-vous de ça. Regardez-les dans les yeux. Mobilisez-vous. Organisez-vous. Ne soyez jamais tristes et souvenez-vous ce que le grand communiste italien Antonio Gramsci a dit. Soyez pessimiste dans votre esprit, mais optimiste dans votre volonté. Vous voyez ? Au pire, vous considérez la situation. Au pire, vous travaillez contre. Mais, en vous, vous travaillez pour la liberté, pour la justice, pour ce qu'il y a de juste. C'est notre destinée, c'est notre avenir. L'avenir lui-même en dépend. Merci à vous.